Bien, bonjour. On va reprendre les travaux du forum. Donc, boa tarde, bonjour à tous. On va commencer cette table ronde. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier l'équipe organisatrice du forum et tous les participants qui sont venus pour la plupart de loin et que pour certains j'ai plaisir à retrouver puisque j'avais participé au premier forum BRAF-Agri en 2009 à Brasilia. Donc c'est l'occasion de me présenter rapidement. Donc, je suis enseignante-chercheuse à AgroSubdijon en sociologie. Et je travaille donc sur le Brésil depuis 2006 grâce justement au programme BRAF-Agri puisque mes premiers contacts avec l'UFSC ont été pris dans ce cadre. Donc depuis, mes travaux ont porté sur les politiques foncières et puis les politiques de sécurité alimentaire. Alors j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui porte un titre un peu difficile à traduire pour les Portugais, mondialivore et versus locavore, agriculture et alimentation d'aujourd'hui. Donc merci à ce propos aux personnes qui assurent la traduction en simultané. Je sais que c'est un travail intense. Alors vous voyez qu'il s'agit d'une table ronde un peu particulière puisque je suis seule, mais rassurez-vous, on a deux intervenantes à distance grâce à la technique, donc que je vais présenter maintenant. Donc Aurélie Trouvé, qui est donc économiste, spécialiste des politiques agricoles, notamment de la politique agricole commune, donc européenne. Et donc elle s'intéresse aussi aux évolutions plus globales de l'agriculture. Elle est aussi agronome de formation et elle a d'ailleurs été formée en partie ici. Donc c'est une ancienne collègue en fait. Et donc elle est actuellement enseignante-chercheuse à AgroParisTech et elle a publié différents travaux, notamment l'agrobusiness et dans le pré. Et de l'autre côté du Pacifique, de l'Atlantique, non pas du Pacifique, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc Daniela Pacifico, voilà, qui a fait sa thèse à l'Université fédérale rurale de Rio et en partie aussi à Montpellier avec le CIRAD. Donc c'est un bel exemple des thèses sandwich dont on parlait lors de l'ouverture de ce colloque. Et elle est sociologue donc aujourd'hui à l'Université fédérale de Santa Catarina, donc dans le sud du Brésil, et elle a travaillé sur la territorialisation des politiques publiques, la pauvreté rurale et le développement rural. Et également, Daniela, elle fait partie de l'Association nationale d'agroécologie, et elle nous en parlera un petit peu dans son propos. Alors, la thématique de cette table ronde, mondialivore versus locavore, renvoie à des débats d'actualité et à des modèles potentiellement différents, voire opposés. Celui d'une part de la sécurité alimentaire à grande échelle, appuyée sur des grandes structures intensives en capital et en technologie, capables potentiellement de nourrir le monde. Et de l'autre côté, celui de la souveraineté alimentaire, appuyé sur une intensification du travail, des marchés locaux et une agriculture familiale ou paysanne. Alors chacun de ces modèles, en fait, sont ancrés dans une histoire, évidemment, celle des politiques publiques qui ont encadré ou au contraire libéralisé les marchés de l'alimentation. Autrement dit, nous allons parler des consommateurs, mais à travers le type d'agriculture et d'agriculteurs que les politiques publiques favorisent ou découragent. Alors, on le sait, le défi alimentaire, il est encore devant nous. À l'horizon 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'êtres humains, avec en outre un climat à refroidir et des ressources en quantité limitée, et enfin un environnement à protéger ou à restaurer. Alors, dans ce cadre, la question est posée: est-il souhaitable et possible de fonder la réponse à ce défi sur une agriculture écologique, relocalisée,
et de petite échelle pour des marchés de proximité, ou au contraire sur une agriculture concentrée en un nombre limité de firmes interconnectées à grande échelle pour toucher des consommateurs toujours plus nombreux et toujours plus lointains. Faut-il seulement opposer ces deux modèles ou peuvent-ils être complémentaires et peuvent-ils dans les faits coexister ? Alors c'est à travers deux regards portés sur deux grandes régions du monde au niveau agricole, l'Europe et la France d'un côté, le Brésil de l'autre, que l'on va éclairer ce débat. Donc ces deux régions du monde ont aussi en commun d'avoir réussi la reconquête de leur souveraineté alimentaire grâce à des politiques publiques d'ampleur. Mais on le verra, le Brésil qui est sorti de façon spectaculaire de la carte de la faim en 2013 risque actuellement d'y retourner. Et l'Europe, dont la France aussi, affronte des difficultés d'ampleur. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons opérer en deux temps. Alors, on fera un premier tour de table qui présentera les politiques publiques mises en œuvre pour répondre aux enjeux agricoles et aux enjeux de sécurité alimentaire. Aurélie Trouvé reviendra sur l'histoire de la PAC, la politique agricole commune, et Daniela Pacifico, vu l'actualité très particulière au Brésil, commencera par évoquer à la fois la trajectoire des politiques publiques et son démantèlement actuel. Et ensuite, on aura un deuxième tour de table sur les conséquences de ces modèles, les défis actuels et les alternatives. Et je vous propose qu'on garde en fait le temps de débat pour la fin, de façon à ne pas trop dépasser l'horaire. Voilà. Et à laisser le temps ensuite pour la clôture de ce débat et de ce forum. Alors, je vais donc installer le diaporama. Voilà. Donc, voici donc le diaporama que Aurélie Trouvé va présenter en partie. Je passerai ensuite la parole à Daniela. Et donc, je vais moi-même passer les diapositives. Donc Aurélie, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. Et je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous. En fait, j'ai donné cours jusqu'à 12h30 ici à l'Agro de Paris, donc j'avais vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir venir cet après-midi. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir intervenir et débattre avec vous. Ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement, en 10 minutes, 15 minutes, ce qui est toujours un challenge, la politique agricole commune et ses principales évolutions, pour dans un deuxième temps aborder ses limites, mais aussi les perspectives actuelles. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur la politique agricole commune telle qu'elle a été conçue, ce qui me semble important pour comprendre ensuite les dernières évolutions. Donc la politique agricole commune, alors je vois pas le diapo, je sais pas si vous pouvez encore décaler un tout petit peu la caméra. Je crois qu'en régie, on s'active dans cette perspective. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Bon, je vais continuer. Ça va donc, c'est pas grave, je vais continuer. Donc la politique agricole commune, dès le départ, a été conçue comme un ciment politique de la communauté économique européenne. C'était dans les années 50 et années 1960. C'est vraiment un compromis entre les 6 États membres fondateurs autour d'une idée: déconnecter les prix européens, les prix intérieurs européens, des cours internationaux jugés comme des mauvais signaux pour la production, pour les investissements. Et donc la PAC de départ la politique agricole commune a été décidée avec une très forte régulation marché qui visait à la fois la sécurisation des approvisionnements alimentaires, on sort de la Seconde Guerre mondiale avec des difficultés alimentaires particulières, et une augmentation forte de la production, grâce, on va le voir, notamment une très forte productivité, hausse de la productivité physique du travail, c'est-à-dire la capacité pour un travailleur agricole de produire de plus en plus.
Et en fait, on va se focaliser à cette époque-là sur quelques productions stratégiques, les céréales, le lait de vache, le sucre, la viande bovine et le riz. Et ces productions-là vont être régulées grâce à des prix minimums garantis, c'est-à-dire, alors c'est dans le schéma suivant, voilà, dans ce schéma-là, on voit que dans le schéma suivant qu'il y a un cours international très volatile pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des très graves imperfections de marché dans le secteur agricole. Donc la décision, c'est de déconnecter en noir la courbe des prix intérieurs européens grâce à un prix minimum garanti en vert, c'est-à-dire chaque fois que le prix intérieur européen atteint ce prix minimum garanti, eh bien on stocke, la puissance publique stocke à ce prix garanti, ce qui permet de faire repartir les prix. Par ailleurs, c'est un système qui fonctionne aussi grâce à des aides aux exportations qui nous permettaient d'exporter en payant aux exportateurs la différence grosso modo entre ce prix garanti et le cours international qui était plus faible, et puis aussi un système qui fonctionnait grâce à des droits de douane variables, c'est-à-dire que plus le marché international s'effondrait, plus on taxait les produits importés pour pouvoir aussi se protéger et ne pas être envahi quelque part des produits extérieurs. Ce qui a permis au prix européen de suivre une très belle stabilité, je dirais, au cours de temps, mais aussi de diminuer progressivement. Et c'est mal connu, c'est sans doute un aspect mal connu, mais en fait, les prix alimentaires européens n'ont jamais autant diminué que dans cette période-là de politique agricole commune très forte, avec une forte régulation de marché. Simplement, les prix garantis, qui ont été diminués progressivement au cours du temps, ont permis aux producteurs européens, c'était très important à cette époque, une stabilité de leurs revenus. Et donc évidemment, ça leur a permis d'investir massivement en ayant la certitude des prix, c'est-à-dire une assurance sur les prix pour les prochaines années. Voilà donc pour ces outils de régulation initiaux. Alors, pour la suite, eh bien, finalement, grâce à tout cela, nous allons atteindre la plupart des objectifs qui avaient été fixés dans le cadre de la PAC. D'abord, la stimulation des investissements et la hausse très forte de la productivité physique du travail, dans une moindre mesure des rendements, et du coup, ça nous a permis très vite de devenir excédentaires sur les marchés internationaux. Dès les années 70 en produits laitiers, et dans les années 80, on était excédentaires dans presque toutes les productions d'agriculture tempérée, sauf exception. Les petites exceptions, ça va être en fait le soja, tout simplement parce qu'on va instaurer dans les années 60 des droits de douane égaux à 0 sur le soja après un compromis avec les États-Unis. Et puis, je dirais sur les ovins qu'on a la viande d'agneau qu'on n'a jamais véritablement protégée et régulée. Sur le reste, on va devenir excédentaire sur les marchés européens très rapidement. Et puis, pour finir, eh bien, il va y avoir aussi disons qu'il va y avoir du coup une très forte restructuration, une très forte concentration des exploitations à cette époque, mais toujours en consolidant l'agriculture familiale, c'est-à-dire l'objectif c'est de consolider l'exploitation agricole avec 1 ou 2 actifs permanents et avec pour quand même tout de même une très forte baisse des actifs agricoles, mais à l'époque c'est vu comme le moyen de donner de la main-d'œuvre au secteur de l'industrie et de dégager de la main-d'œuvre pour l'industrie et les services qui sont en forte croissance. Tout cela, donc dans la diapo suivante, tout cela est accompagné par une capacité très forte à maintenir ce compromis entre les États membres, notamment avec petit à petit on va intégrer des objectifs d'équité territoriale, par exemple avec des aides aux zones défavorisées, à la montagne. Dès les années 80, ils seront versées aussi des mesures agro-environnementales. Et puis surtout, quand il va y avoir trop de surproduction, ça va être le cas du secteur laitier très rapidement, eh bien les États vont être capables de mettre en place des quotas laitiers, de plafonner le volume de production laitière État par État et exploitation par exploitation. Ce compromis va voler en éclats très rapidement, enfin très rapidement non, dans les années 80-90, donc dans la diapo suivante. Donc le compromis initial est remis en cause, d'abord parce que cette politique va coûter de plus en plus cher dans un contexte où les débouchés se réduisent à l'international.
Dans les années 80, c'est la stagnation des échanges internationaux agricoles. Ça va du coup coûter de plus en plus cher parce qu'il faut verser de plus en plus d'aide aux exportations. Et puis des tensions croissantes entre les États membres, notamment avec l'arrivée du Royaume-Uni, et puis parce qu'il y a des besoins pour d'autres politiques, notamment la politique de cohésion. Et surtout, on est dans un contexte dans les années 80-90 de nouvelles dominations, ce qui n'était pas le cas avant, des idées néolibérales en politique économique. Jusqu'à maintenant, jusque dans les années 70-80, on est plutôt sous domination, sous influence keynésienne. Donc il est considéré qu'il est bien d'intervenir sur le marché, que la puissance publique doit intervenir sur les marchés. À partir des années 80-90, c'est la révolution néolibérale, et à partir de là, eh bien la PAC, de toute manière, la politique agricole commune, qui est la plus forte politique de régulation de marché de l'Europe, va être profondément remise en cause. Et donc c'est ce qui nous amène à la deuxième politique agricole commune, celle qui débute en 92. Et qui va, en gros, au fur et à mesure des réformes, être marquée par une dérégulation très forte des marchés. Voilà. Donc, et tout cela va être marqué notamment par le fait que l'agriculture va rentrer dans les négociations internationales commerciales dans les années 80 et aboutir à un accord général à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, en 94, qui va beaucoup influencer la politique agricole commune et son devenir. Et en gros, en 92, on va réformer profondément la PAC, on va déréguler le marché, dans l'objectif de répondre aux exigences de l'OMC notamment. Voilà, donc diapo suivante, je fais attention au temps, il me reste quelques minutes je crois. Oui. Donc eh bien de 92 à aujourd'hui, ça va être une succession de réformes qui vont viser à supprimer tous les outils de départ, à savoir les prix garantis, les aides aux exports et les droits de douane variables. Donc on va diminuer ou démanteler progressivement tout ça et là, le grand objectif, c'est aligner les cours européens sur les cours internationaux. Donc, on a maintenant des cours, des prix européens qui varient en fonction des cours internationaux et qui sont du coup beaucoup plus volatiles qu'avant. Et donc, bon voilà, on le voit dans la diapo suivante, je l'ai fait rapidement en graphique. Vous voyez ici que le prix européen, alors c'est schématisé, mais c'est grosso modo ce qui s'est passé. Ici, sur les prix européens des céréales, on baisse le prix garanti au fur et à mesure, et du coup, les cours européens rejoignent les cours internationaux, et du coup, les agriculteurs européens vivent une situation complètement différente d'avant, qui est la très forte volatilité des prix. D'autant plus que les cours internationaux sont eux-mêmes de plus en plus volatiles. Et c'est valable en céréales et en viande bovine dans les années 90 et surtout en sucre et en lait depuis les années 2000. Et de ce point de vue, diapo suivante, le lait est vraiment un cas d'école puisque tout va être dérégulé très brutalement, très rapidement dans les années 2000. Et du coup, depuis, le lait ne cesse de vivre des crises. Et notamment, on est dans une crise, une très forte chute une forte chute des prix et des revenus des producteurs laitiers depuis 2014, puisque désormais les prix européens suivent les cours internationaux et toute leur volatilité. Donc dans le lait notamment aussi, le lait a vécu toutes les étapes de la dérégulation. Donc pour compenser tout cela, la baisse des prix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a versé des aides directes aux agriculteurs, qu'on a d'abord liées à la production et qu'on a ensuite entièrement découplées, c'est-à-dire qu'on verse des aides par hectare, quel que soit le volume ou le type de production et quel que soit même l'acte de produire. Donc on peut très bien recevoir des aides avec un entretien minimal des terres sans pour autant être obligé de produire. L'idée étant toujours de mettre toutes les aides dans la boîte verte de l'OMC, c'est-à-dire les aides qui sont censées ne pas créer de distorsion de concurrence. Et pour autant, les aides, ce qui va se passer, c'est que ces aides directes vont être calculées pour compenser. Et comme on va considérer que là où il faut compenser le plus, ce sont sur les hectares ou les surfaces qui ont les plus forts rendements. Notamment en France, on va choisir de surprimer le maïs irrigué, par exemple. On va pas primer les prairies. Tout cela fait qu'on va défavoriser les prairies et favoriser les plus fortes productions par hectare. Donc, par ailleurs, avec une distribution relativement discutable du point de vue notamment environnemental. Et de plus en plus aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on remplace
tous les outils de régulation de marché par des tentatives de coordination privée du type de la contractualisation entre acteurs économiques, mais qui présentent des grandes limites. Hein. Et puis pour finir, la cerise sur le gâteau, eh bien c'est que pour finir de déréguler, il fallait évidemment supprimer toute intervention sur les volumes de production, tout ce qui permettait de plafonner les volumes ou de les maîtriser. Donc on va supprimer les quotas laitiers, mais aussi il y avait des quotas sucriers qu'on était en train de supprimer, les droits de plantation de vignes qui sont en train d'être supprimés, et puis évidemment le gel obligatoire en grande culture. Dernière diapo, et puis je laisse la parole pour ne pas être trop longue. Il va tout de même y avoir aussi depuis les années 80, une tentative de répondre aux préoccupations environnementales, et je mets bien le mot tentative, dès les années 80, et notamment avec le regroupement de toute une série de mesures dans ce qu'on appelle le second pilier de la PAC, dédié au développement rural, dans lequel on va retrouver alors des mesures qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'environnement, comme les aides aux investissements ou à l'installation, mais aussi les mesures agro-environnementales ou les aides aux zones défavorisées, et on va donner de plus en plus d'importance à ces aides-là. De la même façon qu'à partir de 2003, on va mettre aussi des conditions environnementales pour verser les aides directes compensatoires aux agriculteurs. Et également, on va de plus en plus, face aux divergences entre les 28 États membres, on va de plus en plus aussi instituer une politique agricole commune à la carte. C'est-à-dire que chaque État, de plus en plus, est capable de choisir dans un menu d'options pour distribuer les aides de telle ou telle manière. Mais toujours, et je finirai là-dessus, toujours en respectant, je dirais, le compromis néolibéral à l'échelle européenne, c'est-à-dire que ça doit toujours respecter le droit de la concurrence européen, et dans un contexte où on ouvre de plus en plus, disons, les frontières, et où la mise en concurrence, à la fois au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers, est de plus en plus importante, et à côté, évidemment, du coup, avec une dérégulation des échanges. Voilà, je finis par la diapo qui donne le budget, hein, mais pour que vous ayez une idée aujourd'hui des masses budgétaires de la politique agricole commune, en France c'est 10 milliards d'euros. Juste ce chiffre avant de passer la parole, les aides de la PAC, de la politique agricole commune, en France représentent 85% l'année dernière du revenu agricole français. Si vous prenez les comptes de la nation, 85% du revenu agricole français sont constitués d'aides de la politique agricole commune, c'est-à-dire 30 000 euros moyens par exploitation professionnelle. Donc évidemment, et on en reparlera dans la deuxième partie, eh bien c'est un montant considérable qui, du coup, est l'objet de plus en plus de critiques, notamment de la part, je dirais, d'un tas d'organisations citoyennes, de contribuables, etc. Et de tensions entre les États membres. Voilà, merci de votre attention et je passe la parole à Daniela. Merci Aurélie, on a bien, voilà. Alors on est plongé dans un contexte européen qui a, on le voit, relevé des grands défis, mais aussi connaît actuellement de très grandes limites. Alors je vais changer de diaporama, si je ne me trompe pas, voilà. Et donc maintenant on va traverser l'Atlantique cette fois, avec donc Daniela Pacifico qui va donc nous parler à la fois de la trajectoire des politiques publiques pour l'agriculture familiale au Brésil et en même temps de son démantèlement assez rapide, puisqu'on est dans une période de crise. Donc Daniela, je te passe la parole et je passerai donc les diapos quand tu me le signaleras. Merci. Bonjour à tout le monde. Je commence à remercier Yannick pour l'invitation à participer. Oui. Oui, merci Dorian. Oui. C'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille. Oui. En tout cas, à distance. On t'accueille oui. avec un grand plaisir, en tout cas à distance. Et donc, on te laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça va? Je commence à remercier Yannick pour l'invitation.
à participer de cet 8e forum Brafagi. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette table ronde. Vous m'écoutez? Oui, en fait, tu peux continuer à parler parce que la salle t'écoute, mais pour l'instant, je ne leur donne pas la parole. On t'écoute. D'accord. On aura la parole pour la salle après. Oui, d'accord. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette table ronde, agriculture et alimentation d'aujourd'hui. Dans le cas brésilien, où mon exposé est organisé, il n'est pas possible de parler de l'agriculture et de l'alimentation contemporaine sans situer les moments dramatiques du Brésil depuis mai 2016, date de la destitution de la présidente Dilma Rousseff et le début du démantèlement des politiques publiques et des appareils d'État. Selon IPA, l'Institut de recherche économique appliquée, l'agriculture familiale produit 70% de la nourriture qui va à la table des familles brésiliennes. Au Brésil, il y a environ 4300 exploitations agricoles de l'agriculture familiale, autour d'environ 84% du total. Ce nombre occupe 24% de la superficie des exploitations. Donc, il est important de mentionner que les débats sur le thème de démantèlement des politiques publiques brésiliennes en général se déroulent actuellement dans les principales universités et groupes de recherche du pays et réunis de chercheurs brésiliens et étrangers. Je voudrais souligner que récemment, le programme d'études supérieures en environnement et développement rural de l'Université de Brasilia a promu la 3e conférence sur l'agriculture familiale avec des présentations d'un panneau intitulé Rupture et résilience, défis pour l'agriculture familiale et recherche. De ces débats, on participait de chercheurs de l'Université fédérale rurale du Rio de Janeiro et de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Ici, ma présentation est inspirée par ce qui a été discuté là-bas et aussi dans mon travail académique et militante avec l'Association brésilienne d'agroécologie. Donc, je traiterai ici de la crise des politiques publiques pour l'agriculture familiale au Brésil, trajectoire historique et perspective de résistance. De cette façon, dans ce premier moment, je traiterai de trajectoire historique des politiques publiques pour l'agriculture à partir des transformations qui ont affecté et permis la constitution de l'action publique différenciée. C'est important de rappeler qu'au Brésil, ceux qui produisent la nourriture sont des agriculteurs familiales. Dans un second moment, j'aborderai les stratégies d'adaptation et résistance de la société civile. Donc, dans ces analyses, contiennent une interprétation des transformations historiques à la lumière de néo-institutionnalisme historique, dans lequel l'objet est le processus de démantèlement et réorganisation du dispositif institutionnel lié à l'agriculture. C'est-à-dire, en mai 2016, le Brésil a souffert un coup d'État
la présidente élue Dilma Rousseff a été destituée, accusée de corruption et détournement des fonds publics, à travers d'un processus qui a présenté beaucoup plus de convictions que de faits réels. Avec la destitution de la présidente, le vice et ses alliés ont assumé la présidence de la République. Ils ont commencé un démantèlement de l'appareil d'État, de politique publique, de protection sociale et du renforcement de l'agriculture familiale principalement. Une première série d'exemples, on peut dire qu'a été l'extinction du ministère du Développement agraire au lendemain de la prise de la présidence par Michel Temer. Une réforme d'État abrupte et légitime et antidémocratique a été menée. Par exemple, l'INCRA, l'Agence de démarcation des terres et réforme agraire, a perdu son autonomie. Il y a eu des coupes dans les ressources consacrées aux politiques publiques orientées vers l'agriculture familiale. Par exemple, les ressources allouées au PAA, que c'est le programme d'approvisionnement alimentaire, a été réduit à pratiquement zéro. Le PRONAF, programme de crédit rural pour renforcer l'agriculture familiale, est compromis, ainsi que les politiques publiques pour les femmes et les jeunes rurales. Et a été coupé recours pour les politiques de vulgarisation technique et les ressources pour les politiques de réduction de la pauvreté rurale. Une deuxième série d'exemples, la Secrétaire de développement territorial a été éliminée aussi. Il y avait une déflation de ces actions. Il y a eu récemment un changement dans le statut du Conseil de développement rural, que c'était un conseil de débat et participation. Et d'autres choses comme le ministère de l'Agriculture, par exemple, doit monopoliser la question internationale des affaires foncières et agricoles au Brésil. Les dettes de financement agricole des grands agriculteurs ont été pardonnées aussi. En parallèle, a exclu plus de 2 millions de bénéficiaires du programme Bolsa Família, c'est-à-dire le Brésil, à très bientôt, sera à nouveau dans un état de faim et de misère extrême. Tout cela a provoqué un changement brutal par rapport aux stratégies précédentes, puisque le social n'est plus à l'ordre du jour. Donc, comment interpréter ces processus? Selon le chercheur Sérgio Leite de l'Université fédérale rurale du Rio de Janeiro, au cours d'une conférence donnée à la 3e journée de l'agriculture familiale, une interprétation possible est de l'analyse de la trajectoire de la politique publique affiliée à un institutionnalisme historique et la notion de coalition d'intérêts qui va marquer des limites, des possibilités et les modalités différentes de politique publique liées à l'agriculture. Ainsi, il convient de rappeler les années 1980, la période de la redémocratisation du pays, quand il a été défini la nécessité de créer un ministère spécifique pour traiter de la question de la réforme agraire et du développement rural. Cet ministère de la réforme agraire et du développement a
a possibilité d'établir une dualité de l'agriculture. L'agriculture pour petits agriculteurs et l'agriculture pour les grands agriculteurs. Dans le même temps, le mouvement de travailleurs sans terre a commencé à occuper les terres et à souffrir toutes les sortes de violences dans ces périodes historiques de la 1980. Un peu plus avant, 1999, le ministère extraordinaire des politiques foncières, qui a été créé un peu plus après le MIRAD, c'était ce ministère que je parlais. Pardon, je m'écoute bien? Pardon, oui, c'est bon, tu peux continuer. Oui, il y a un bruit ici. Oui, ici. Donc, dans le même temps, comme j'ai dit, il y avait un changement de ministère et cet autre ministère il est devenu le ministère du développement agraire. C'est était en train de mettre en œuvre une politique qui c'était à l'époque, elle était connue comme sous le nom de politique du nouveau monde rural. D'un côté, cela a permis de contourner une série de conflits, d'autre part, de régir une façon pénale à l'occupation des terres. C'est ainsi que le Brésil a vécu la transition d'un gouvernement pour autre et un renforcement d'une double structure de ministère. D'un côté pour les grands, d'autre côté pour les petits. Cette double structure a permis une expansion du ministère du développement agraire dans les années 2000. Et l'expansion aussi de politiques publiques, comme par exemple le PRONAF, la création d'une gamme d'autres politiques publiques pour la génération de revenus, des valeurs ajoutées aux produits de l'agriculture familiale et aussi de protection sociale. Donc, alors, quel est le problème avec la crise 2016? Selon le chercheur Serge Leite, comme je parlais avant, et les politiques directes et les politiques indirectes qui sont en crise. Les politiques directes sont les politiques agricoles et agraires, les politiques de crédit, et les politiques indirectes, serait les politiques d'emploi, de revenus. Donc, il dit qu'ils sont des politiques publiques qui sont en crise aujourd'hui au Brésil. Et c'est là le problème. Dans le cas brésilien, la crise des politiques publiques différenciées émerge avec l'interruption de la démocratie. La chose intéressante d'observer, que j'ai commencé cette présentation en disant que les politiques publiques différenciées, c'est-à-dire les politiques de protection sociale et de renforcement de l'agriculture familiale, surgissant avec la redémocratisation du pays de 1985. Et j'ai conclu qu'il prend fin avec l'interruption de la démocratie en 2016. Cela montre que les réponses à cette crise profonde des trajectoires sont encore ouvertes. Comment les différents acteurs s'y réorganiseront-ils par rapport à ces changements profonds? Les réponses que nous avons jusqu'ici sont de simples spéculations. Selon les chercheurs brésiliens, nous trouvons difficile de détecter autre chose que les manifestations et dénonciations, la gravité du scénario brésilien, etc., la violence physique, psychologique et symbolique aussi.
Et s'il est difficile aussi de détecter des projets nationaux, des projets qui répondent à ces moments critiques. Et en ce sens, il y a toujours une agenda ouverte, précisément parce que nous aurons des élections présidentielles en 2018. Il est très probable qu'il y ait questionnement de la société civile organisée, principalement des acteurs ruraux, et cela peut générer des mouvements de contestation qui pointent également vers d'autres arrangements. Il se peut que ce nouveau arrangement ne soit pas la reproduction du schéma que j'ai dit avant. Le schéma vécu de 1985 à 2015, c'est donc une agenda ouverte encore. Enfin, située dans une perspective historique, comprendre les trajectoires de nos politiques publiques et d'y penser aux conséquences qui peuvent découler de la crise ou du défi aux nouvelles bifurcations. C'est possible aussi que nous verrons une mobilisation de la société civile au cours d'une reprise d'un Brésil rural contemporain avec solidarité et participative, selon les mots utilisés par les chercheurs brésiliens sur le thème. Donc, je pense que c'est un peu sur ça que je peux parler ce moment avec vous. Et merci beaucoup. Merci Daniela. Alors on voit que les perspectives sont ouvertes, mais qu'il y a du clair-obscur dans tout ça. Il y a en tout cas beaucoup de défis à relever, donc ça peut être intéressant pour nos ingénieurs que nous formons aussi de se dire que l'avenir les attend et il y a du pain sur la planche, comme on dit en France. Alors donc du coup, on va entamer la deuxième séquence de cette table ronde. Alors je reviens du coup sur la deuxième partie du propos qu'on va avoir, qui va porter plutôt, vous l'avez compris, sur une analyse des limites et puis aussi des alternatives qu'on peut imaginer par rapport à ces politiques publiques agricoles et aux défis qu'elles doivent relever. Donc je vais me tourner de nouveau vers Paris, vers Aurélie, et je vais donc du coup te laisser la parole pour continuer sur la deuxième partie, enfin la dernière partie du coup de ton propos. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec les limites et les enjeux de la politique agricole commune. Et je vais commencer avec la question de la mise en concurrence de plus en plus importante à la fois au sein de l'Union européenne et avec le reste de l'Union européenne, qui du coup limite forcément les contraintes environnementales et sociales qui pourraient être appliquées sur les pratiques productives. Alors premièrement, premier aspect très important, c'est le fait que, après avoir, après avoir dû mettre en place l'accord de 94 de l'Organisation mondiale du commerce, l'accord de Marrakech, qui a amené déjà une baisse de droits de douane moyen d'environ 40%, des droits de douane agricoles moyens dans l'Union européenne de 40%, baisse de 40%. Eh bien, l'ouverture aujourd'hui ne se fait plus dans le cadre de l'OMC, mais se fait essentiellement dans le cadre d'accords de libre-échange bilatéraux.
qui sont extrêmement nombreux à être signés entre l'Union européenne et le reste du monde. D'ailleurs, il y en a un qui est en cours de négociation avec le Brésil et disons plus largement également avec le Mercosur. Nous venons, vous le savez sans doute, de finaliser une négociation avec le Canada et en fait il y a énormément d'accords qui sont actuellement sur la table pour l'Union européenne. Chaque fois, les caractéristiques, ce sont de fortes baisses de droits de douane agricoles, ou en tout cas ce qu'on appelle des ouvertures de contingents tarifaires, donc c'est-à-dire que par exemple pour la viande bovine, c'est l'acceptation qu'il y ait beaucoup plus de volume de viande bovine importée sans droit de douane, mais aussi, je dirais, des pressions très fortes sur les normes sanitaires et environnementales. Alors bien entendu, dans un accord de libre-échange comme le CETA, comme celui entre l'Union européenne et le Canada, il n'est pas inscrit par que nous allons maintenant accepter l'importation de bœuf aux hormones ou accepter tel ou tel abaissement de normes, mais il va y avoir des institutions mises en place qui vont permettre de discuter avec le Canada, avec le pays en question, de discuter systématiquement, quasi systématiquement, toutes les règles qui pourraient aboutir à plus de règles sanitaires, plus d'environnement. Et puis également parce que, ça va mettre en concurrence des agricultures qui n'ont pas les mêmes contraintes. Par exemple, entre l'Europe et le Canada, le Canada a plusieurs dizaines de pesticides qui ne sont pas autorisés en Europe, ou alors par exemple des pratiques qui ne sont pas autorisées en Europe, comme par exemple l'alimentation par des farines animales. Alors évidemment, le fait qu'on puisse maintenant importer de manière beaucoup plus facilitée des produits qui n'ont pas les mêmes normes et qui ont moins de contraintes en fait, ça évidemment ça fait pression sur les politiques pour abaisser des deux côtés progressivement ces normes sanitaires et environnementales. Et puis donc ça c'est une ouverture à la concurrence avec donc à la fois baisse des protections aux frontières et pression sur les normes sanitaires et environnementales. Donc on a d'ailleurs récemment, on a eu en France par exemple un rapport d'un comité d'experts nommé par le gouvernement qui a très clairement souligné ces risques très importants sur les agricultures européennes et notamment par exemple sur la viande bovine avec le Canada. Et évidemment ça c'est encore sans commune, c'est encore incomparable avec ce que pourraient être les conséquences d'un accord, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui envisagé avec un certain nombre de pays dont le Brésil. Et puis deuxièmement, en Europe, surtout une concurrence intra-européenne très vive aussi, qui là aussi fait pression sur un certain nombre de normes, mais notamment parce qu'en Europe, vous le savez, nous n'avons pas ou quasiment pas de législation sociale et fiscale commune, ce qui fait que dans un espace de libre-échange comme l'Europe, dans cette mise en concurrence, il y a évidemment quelque part une pression dans chaque État pour en tout cas être le plus compétitif par les prix, pour baisser au maximum les coûts de production et notamment les charges liées au travail, surtout dans une agriculture où la part salariée est de plus en plus importante. Et notamment en France, nous sommes dans une situation très compliquée depuis plusieurs années. Nous étions exportateurs très nets vis-à-vis de l'Europe et nous le sommes de moins en moins. On est même pas très loin de devenir importateurs nets vis-à-vis de l'Europe, ce qui fait d'ailleurs qu'on est obligé de se rattraper vis-à-vis du commerce avec les pays tiers, parce que en Europe, la France perd de plus en plus de parts de marché et n'est pas loin de passer importatrice nette vis-à-vis de l'Europe, ce qui est incroyable au vu de l'histoire de la France dans l'Union européenne, dans l'Europe. Alors, diapo suivante sur le fait que par ailleurs, cette politique agricole commune, elle est un compromis fragile à l'échelle internationale. Parce que certes, aujourd'hui, on verse à peu près 55 milliards d'aides par an de la PAC aux agriculteurs européens, qui sont des aides classées dans la boîte verte de l'OMC pour la plupart d'entre elles, mais même classées dans la fameuse boîte verte, ces aides versées directement à l'hectare, en fait, comme elles constituent une part très importante du revenu agricole, on l'a vu, elles peuvent être considérées aujourd'hui comme une forme de dumping. Et d'ailleurs, je détaillerai pas, mais actuellement à l'OMC, il y a des tentatives de remise en cause par d'autres pays, et notamment les pays du Sud, de ces aides-là. Par ailleurs, ce sont des aides qui manquent
foncièrement de légitimité environnementale. Il y a une thèse qui a été soutenue à AgroSub Dijon il y a quelques mois, que j'ai pu encadrer avec un collègue, qui visait à montrer sur 5000 exploitations en France qu'en fait, sur plusieurs milliers d'exploitations, que plus une exploitation en moyenne présentait des indicateurs environnementaux négatifs, plus elle touchait d'aide. En somme, plus l'exploitation pollue en moyenne et plus elle touche d'aide de la PAC, et ça c'est lié aux modalités historiques de distribution. Et on le voit bien sur la dernière réforme de la politique agricole commune, qui s'est décidée en 2013, que les tentatives d'ambition environnementale, de mettre plus de contraintes environnementales sur les aides, ces tentatives se sont soldées quand même par des échecs relatifs, notamment après négociation entre les États membres. Par ailleurs, ce sont des aides qui manquent aujourd'hui de légitimité socio-économique. D'abord parce que elles induisent une forte dépendance aux aides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs le disent eux-mêmes, ils veulent des prix rémunérateurs, parce qu'aujourd'hui les prix, la plupart des prix et sur la plupart des années, les prix ne couvrent plus les coûts de production, ou en tout cas, ça n'est que grâce aux aides que les agriculteurs sortent des revenus positifs pour la plupart des exploitations, surtout dans des années comme celle-ci, comme les 3 ans qui viennent de passer, 2014, 2015, 2016. Ce sont aussi des aides en moyenne qui sont distribuées en faveur en moyenne des exploitations qui maintiennent le moins l'emploi par hectare, notamment parce que des productions comme les fruits, le maraîchage ou les légumes sont très peu soutenues. Et puis surtout, c'est que on continue aujourd'hui avec une très forte concentration des exploitations, c'est-à-dire que l'évolution, la baisse du nombre d'exploitations est toujours aussi importante, et du coup avec une baisse du nombre d'emplois très important, j'ai compté que depuis en 20 ans, on avait à peu près vu disparaître 45 000 emplois agricoles par an, ce qui est quasiment équivalent à l'industrie en France. Et du coup, autant jusque dans les années 80, ça pouvait ne pas être considéré comme un problème, mais depuis qu'on est dans un contexte de chômage de masse, évidemment, cette destruction d'emplois, en particulier, je pense à des pays qui ont encore beaucoup d'agriculteurs dans la population active et qui ont beaucoup de chômage de masse, eh bien évidemment, ça devient très problématique. Je pense par exemple à la Pologne, la Roumanie, mais même la Grèce ou le Portugal ou voire l'Italie. Et du coup, avec par ailleurs une remise en cause lente mais continue du modèle d'exploitation agricole familiale par divers moyens, notamment parce que les exploitations ont de moins en moins de main-d'œuvre familiale et de plus en plus de main-d'œuvre salariale, et se développe tout un tas de processus qui visent qui remettent en cause en fait ce modèle familial. Et là, il y a beaucoup de sociologues, de géographes qui évidemment travaillent dessus, y compris à Dijon. Et pour finir, ce sont des aides, contrairement par exemple aux aides américaines, les aides contracycliques, ce sont des aides qui varient pas en fonction des prix et des revenus. Donc dans des années comme les années 2010-2012, en céréales, ça a été des aides qui étaient considérées comme totalement indues pour un certain nombre de producteurs, qui ont du coup reçu des revenus mirifiques avec des aides mirifiques, alors que actuellement les aides, même avec les aides, sur le plan comptable, on a aujourd'hui un quart des céréaliers l'année dernière qui avaient des revenus négatifs. Et ce qui, en fait, de manière générale, donc diapo suivante sur les revenus agricoles en France, vous le voyez, c'est que depuis la dérégulation des marchés en 92, il y a eu une phase d'expansion tout de même des revenus dans les années 90, mais depuis les années 2000, la norme, c'est une très forte volatilité des revenus dans toutes les productions, puisqu'on a enlevé tous les mécanismes de stabilisation des prix et on a aligné ces prix sur les cours internationaux. Et donc avec des variations, vous le voyez ici sur le revenu, qui peuvent être extrêmement importantes pour les producteurs, et quelque part une sélection des exploitations qui s'accentue. Je pense à un secteur comme celui de la production laitière, où la sélection des exploitations sur les 3 dernières années a été extrêmement vive, avec également sur le plan économique des gros problèmes de gaspillage des investissements productifs dans un grand nombre d'exploitations. Pour finir sur les tensions engendrées par la dérégulation des marchés européens, donc je l'ai dit, une volatilité de plus en plus forte des prix,
mais aussi, quelque part, des déséquilibres encore plus marqués entre les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires et les entreprises de grande distribution. Si je prends un secteur, une production comme le lait, on a aujourd'hui en France 80 000 producteurs laitiers très mal organisés, et en tout cas que l'État n'a pas beaucoup aidé à s'organiser. Face à 4 à 5 très grandes entreprises, une seule de transformation laitière, une seule coopérative, et puis 4 à 5 grandes centrales d'achat alimentaires. Et donc les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés, et d'autant plus déséquilibrés qu'il n'y a plus de prix garanti minimum et qu'il n'y a plus de quotas laitiers. Donc les industries laitières sont de plus en plus libres de choisir les producteurs qu'elles souhaitent, de concentrer la production et la collecte parce que ça baisse les coûts de collecte, mais ce qui pose beaucoup de problèmes par ailleurs, parce que ça tend à concentrer géographiquement la production. Alors là, je prends le cas du lait, mais on pourrait le faire sur d'autres produits d'élevage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en Europe, on concentre de plus en plus dans l'arc atlantique l'élevage, avec des gros problèmes de traitement des effluents d'élevage. Nous sommes de moins en moins capables, dans un grand nombre d'États européens, je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Irlande ou à la France, de respecter les directives environnementales comme les directives phosphates et nitrates. Tout simplement parce que nous avons trop d'élevage à un endroit donné, et par contre on manque d'élevage dans d'autres régions, comme par exemple le bassin parisien, puisqu'on manque de matière organique pour fertiliser les sols, et donc évidemment dans cette situation, eh bien, nous sommes très peu capables de réduire les engrais azotés chimiques, puisqu'il n'y a plus d'engrais organiques à disposition. Cette dérégulation des marchés, ça a aussi ouvert une phase je pense au lait, mais c'est pareil dans d'autres productions, des phases de très forte surproduction, comme il n'y a plus de quotas laitiers, mais soit dit en passant, on est en train de vivre la même chose sur le sucre, avec la suppression des quotas sucriers. Nous sommes en train de vivre des phases de surproduction, avec une incapacité à faire rebaisser la production, même quand les prix s'effondrent. Ça fait 4 ans que les prix s'effondrent en lait, et pourtant la production européenne continue à augmenter. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs ont des coûts fixes à rembourser, et que du coup ils continuent, et même ils produisent d'autant plus, ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de périodes de surproduction prolongée, avec des chutes durables de prix qui sont extrêmement pénibles, enfin qui aboutissent à des sélections drastiques des exploitations. Pour finir, une vulnérabilité très forte face aux marchés internationaux. Par exemple, je donne l'exemple encore du lait, du lait de vache. En fait, l'Europe avait dit pendant toutes les années 2010 à 2013, génial, il va falloir exporter à fond parce que les Chinois vont de plus en plus importer, parce que la Russie va nous importer des produits, etc. Le résultat, c'est qu'il y a eu l'embargo russe, ou encore la baisse des imports, ou en tout cas des imports de Chinois qui n'ont pas été aussi importants que prévu. Tout cela fait que, en fait, on est très fortement vulnérable vis-à-vis des chocs géopolitiques et des politiques économiques des autres pays, et que plus on ouvre nos frontières, plus on compte sur l'exportation également, et plus on est vulnérable face à ces marchés internationaux, avec des réactions, enfin en tout cas des effets qui sont parfois non attendus sur nos capacités exportatrices. Nous avons également une grande dépendance pour certains produits, le soja, on n'arrive pas à rétablir, on est de plus en plus importateur de soja, et on n'arrive pas à rétablir une autonomie protéique à minima en protéines végétales pour l'alimentation animale, de la même façon qu'on est de plus en plus importateur net de fruits et légumes. Les fruits et légumes, soit dit en passant, qui sont toujours aussi, qui sont très peu, je l'ai dit, ça c'est un choix historique, qui sont très peu soutenus par la politique agricole commune, alors qu'on peut penser que c'est une production favorable à la fois pour la santé, favorable pour la santé et favorable pour le maintien de l'emploi. Voilà, donc je passe la diapo, je vais pas... La diapo sur les prix ici, c'était pour vous montrer le décalage aujourd'hui entre les prix des produits agroalimentaires et les prix des produits à la production, et on a un décalage de plus en plus important entre les prix qu'on paye aux producteurs et les prix que payent les consommateurs. Et aujourd'hui, évidemment, au centre du débat, il y a la question des
qui sont les rapports de force au sein des filières et les marges que peuvent engranger la transformation et la distribution, qui sont beaucoup plus organisés et concentrés évidemment que les producteurs. Et aujourd'hui, il y a tout un débat en France, c'est ce qu'on appelle les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, pour réfléchir à ces déséquilibres au sein des filières dans un contexte aujourd'hui de forte dérégulation des marchés. Voilà, donc pour ouvrir le débat, dernière diapositive, c'est vraiment quelques propositions d'alternatives politiques, mais je dois dire que ce ne sont certainement pas celles qui sont aujourd'hui les plus attendues pour la prochaine réforme de la politique agricole commune. En tout cas, nous, c'est celle qu'on a pu faire, par exemple, avec d'autres collègues dans un rapport au ministère de l'Agriculture. C'est rééquilibrer le rapport de force entre producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, avec deux options. L'une qui est de réguler les marges, enfin de faire en sorte de réguler les marges entre producteurs et transformateurs et entre transformateurs et distributeurs. Ça, c'est ce que font les États-Unis aujourd'hui, par exemple dans le secteur laitier, à travers ce qu'on appelle les Milk Marketing Boards. Et c'est très étonnant parce qu'on a l'image, par exemple, des États-Unis comme un pays très libéral, mais en fait, en agriculture, en tout cas sur le plan agricole, mais en fait, en agriculture, ils ont des politiques agricoles beaucoup plus fortes qu'en Europe en termes de régulation de marché. Et en fait, l'Europe est allée beaucoup plus loin que ce qu'on lui demandait vis-à-vis de l'OMC, c'est-à-dire qu'on allait bien plus loin que les exigences de l'OMC. Nous sommes extrêmement bien placés dans les négociations de l'OMC du point de vue agricole, puisque, alors je ne sais pas si on est bien placé par ailleurs, parce qu'on a quasiment abandonné, enfin on a plus de marge de négociation vu qu'on est au top des exigences de l'OMC. Alors que les États-Unis, effectivement, continuent à réguler fortement leur marché par d'autres moyens. Par exemple, ils ont des interprofessions, ils ont des négociations entre les acteurs économiques par grands États pour réguler les prix à chaque étape. Une forme de régulation qui aujourd'hui serait considérée comme totalement contraire au droit de la concurrence européen. Un deuxième moyen, sinon en Europe, si on ne fait pas ça, ça serait de renforcer fortement l'organisation des producteurs. Mais ça demande une volonté politique très forte, et puis ça demande aussi quelque part de remettre en cause le droit de la concurrence européen, qui est très fort. Alors on pourrait envisager aussi des des paiements contracycliques, c'est-à-dire des aides qui varient en fonction des revenus et des prix. Ça, c'est ce que font aussi les États-Unis, notamment en grande culture. Alors c'est par exemple soutenu aujourd'hui par certaines organisations agricoles françaises, comme les jeunes agriculteurs et même de plus en plus la FNSEA, le syndicalisme agricole majoritaire. Mais c'est pas du tout ce qui est envisagé par l'Union européenne, parce que ça reviendrait à re-réguler fortement, mais surtout avoir un budget qui varie d'année en année, ce que l'Union européenne évidemment s'empêche de faire aujourd'hui. On pourrait envisager de verser les aides selon l'emploi agricole maintenu. Ça, c'est pas envisageable à l'échelle européenne parce que l'Europe dit qu'elle ne s'occupe pas du social et que l'emploi n'est pas un objectif proprement dit de la politique agricole commune. Mais tout de même, ça peut se réfléchir à l'échelle des choix français. Comme on a une PAC de plus en plus à la carte, il est envisageable que chaque État membre de plus en plus puisse tenter de redistribuer comme il l'entend. Et puis, on pourrait envisager d'aller beaucoup plus loin dans les conditions environnementales et sociales appliquées à l'agriculture, sauf que ça demanderait à minima de continuer ou voire de renforcer les protections aux frontières européennes, parce que plus on met des contraintes environnementales, sociales, sanitaires sur nos agricultures, plus évidemment le syndicalisme agricole sera en mesure de freiner en mettant en avant le fait qu'on est en concurrence. Quelque part, ils sont en concurrence déloyale avec d'autres agricultures. Et pour finir, je pense que rien n'est envisageable de mon point de vue face aux crises que l'on connaît aujourd'hui sans remettre à minima une régulation des échanges et des volumes, et surtout des volumes de production. C'est-à-dire qu'en lait, par exemple, le seul moment où les prix se sont un tout petit peu rétablis l'an dernier, c'est quand l'Europe a accepté de verser des aides à la réduction de la production. C'est-à-dire que l'Europe a fini par accepter, tellement la crise était énorme,
a accepté de verser des aides aux producteurs qui acceptaient de baisser leur production, ce qui évidemment a permis de baisser un petit peu la production à un moment donné, mais comme on a arrêté très vite ça, c'est reparti à la hausse. Pour vous dire pour finir, qu'en fait, on est dans un contexte quand même européen aujourd'hui où il est extrêmement compliqué d'envisager à nouveau une régulation de marché, contrairement à des pays comme le Brésil ou les États-Unis. Nous, on a un contexte très particulier qui est un espace de libre-échange avec des institutions européennes de moins en moins capables de politiques de régulation en commun, que ce soit des régulations de marché ou des régulations sociales ou des régulations fiscales. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a un vrai décrochage entre cet espace de libre-échange et quelque part des règles à minima qui permettent une harmonisation vers le haut, à la fois des règles sociales, sanitaires, environnementales, etc., et puis qui permettent surtout, bien quelque part, de répondre aux imperfections de marché. On pourrait enfin envisager une vraie politique, et là, sans doute, le gouvernement français a des marges de manœuvre, une politique très volontariste d'aide à la territorialisation des circuits alimentaires. Et par exemple, il y a un exemple qui est celui des États-Unis, là encore, qui est une aide massive, une aide franche et même une obligation d'approvisionnement des cantines et de la restauration collective par des produits locaux, bio, de qualité, etc. Mais là encore, en France, ça demanderait de rentrer en contradiction avec le droit de la concurrence européen, puisque vous savez qu'en Europe, nous n'avons pas le droit, dans des appels d'offres publics, de préférer des produits nationaux et régionaux. Donc, en fait, c'est quand même très compliqué d'avoir une politique nationale d'aide à des collectivités territoriales qui territorialiseraient ou qui relocaliseraient leur circuit alimentaire, et pour autant, ça pourrait être un levier très intéressant, à la fois pour relocaliser et puis pour développer tous les produits bio, de qualité, etc. Sans compter que ça permettrait, de mon point de vue, et je finirai là, ça permettrait par ailleurs, en tout cas à chaque enfant en France, de pouvoir bénéficier au moins une fois par jour d'un repas bio, ou en tout cas de produits de qualité, sains, ce qui n'est pas négligeable dans un certain nombre de classes sociales qui aujourd'hui n'ont absolument pas accès à ce type de produits. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélie. Donc avant de passer la parole de nouveau à Daniela, je vais opérer de façon un peu technique un changement sur les diaporamas. Donc, on a vu le contexte européen actuel qui pose beaucoup de questionnements et ouvre, je pense, beaucoup de questions pour le débat. Donc, on les garde au chaud pour l'instant. Avant de passer au contexte brésilien, qui lui aussi vit actuellement des moments un peu mouvementés. Donc, Daniela, tu as la parole. Oui, merci. Dans ces seconds moments, j'aborderai les stratégies d'adaptation et la résistance de la société civile organisée, basée sur la lecture des catégories sociales et la carte politique du Cerrado, élaborée au cours du Congrès brésilien d'agroécologie. Le congrès a été réalisé en septembre dernier, également à Brasilia. Donc, comment interpréter le processus de changement en cours et comment les différents acteurs s'y organiseront par rapport à ces changements profonds? Ces questions manquent de réponses parce que l'agenda est toujours ouverte, comme j'ai déjà dit. Nous sommes au début d'une avalanche que nous ne savons pas où elle s'arrêtera. Mais alors, quels sont les signes de résistance de la lutte sociale? Comment dans le cas des politiques publiques,
dans laquelle les chercheurs et les universités brésiliennes ont prêté attention aux interprétations. Le thème des stratégies de résistance est également à l'ordre du jour. La chercheuse Leonilde Medeiros, aussi de la Université fédérale rurale du Rio de Janeiro, a abordé cette question à travers d'une analyse de la dynamique de la société civile organisée. Il soulève dans une perspective historique quelques points, comme le débat sur l'invisibilité historique des petits agriculteurs au Brésil, le syndicalisme en tant qu'organisation de classe, la prédominance dans les études brésiliennes d'opposition entre petits producteurs versus grands producteurs, entre les années 1950, 1980, et l'opposition entre agriculture familiale versus agronégocio, entre les années 1990-2000, un peu plus, l'émergence de la diversité des identités paysannes et l'extinction des espaces de dialogue entre l'État et la société, c'est-à-dire l'extinction de la participation sociale. Sont un peu de ces points que je veux parler en ce sens. Selon la chercheuse Leonilde Medeiros, la littérature brésilienne a montré l'importance de ces petits producteurs pour la production alimentaire et la dynamisation des marchés locaux. Il est important d'observer notre histoire, dans laquelle il y a montré qu'à partir des années 1950, ces petits producteurs ont pris d'importance politique, ils sont devenus des acteurs politiques. Cependant, ce sont précisément les agriculteurs qui ont eu un accès précaire à la terre qui ont eu le plus d'importance dans l'histoire. Ce n'est pas plus un hasard si entre les années 1950 et 60, la question est la question de la terre au Brésil. Ce n'est que dans les années 1970 que les petits agriculteurs ont commencé à apparaître comme des acteurs politiques et à expliquer leurs demandes, principalement par le chemin du syndicalisme rural. Ils ont commencé à émerger de cette invisibilité. C'est dans ces contextes qu'une forte opposition apparaîtra entre les petits producteurs et les grands producteurs. Les petits identifiés au minifúndio et les grands identifiés au latifúndio. Dans le syndicalisme, par exemple, sont les agriculteurs du sud du Brésil qui sont en charge des politiques agricoles, qui vont s'occuper de la politique agricole. L'effet est qu'au milieu des années 1980, des petits producteurs émergent en tant qu'acteurs politiques pour faire des reivindications des politiques publiques différenciées. Ce sont eux qui feront pression pour des organisations qui concevront les politiques agricoles différenciées, qui dirigera la manifestation que nous appelons Grito da Terra. Et c'est dans ce contexte que la catégorie l'agriculture familiale se développe comme une identité politique. C'est un peu là qu'on peut comprendre la création du Pronafi,
qui c'est la politique pour faire le renforcement de l'agriculture familiale. C'est une politique du crédit agricole qui est une politique c'est une politique fondamentale pour la pression de certains segments de l'agriculture qui s'identifient comme des agriculteurs familiales. Ces nouvelles acteurs de l'agriculteur familial passent d'un discours à ce que nous appelons petits producteurs. Il va laisser un peu ces discussions et principalement l'utilisation de la catégorie petits producteurs pour avancer en discussion qui ont d'influence européenne aussi de l'agriculture familiale. Avec ces cours historiques, je voudrais souligner l'attention sur deux points obscurs qui ont été pour objet d'analyse ou qui ils sortent de notre programme de recherche et de notre réflexion aussi. En ce sens, nous devons nous demander quel est le sens ou l'absence de l'utilisation d'une catégorie, ces catégories d'agriculteurs familiales, inventées pour faire fonctionner les politiques publiques en une période de crise des politiques publiques différenciées pour l'agriculture familiale. Donc, on peut continuer à dire que l'agriculture familiale de la politique publique, c'est la même agriculture familiale d'aujourd'hui. Dans ce moment de démantèlement de la politique publique, c'est la question. Peut-être que la réalité sociale nous a déjà montré depuis les années 2000 que dans la prolifération des identités dans les zones rurales, il y a beaucoup plus de sens que nous ne voyons pas. Au Brésil, émergent des identités comme les quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, les riverains, etc. Il y a une diversité d'identités et nous devons nous demander ce qui fait affirmer cette diversité. Il est très probable quelles soient les particularités de chaque identité. Enfin, l'un des gains politiques de ces dernières années a été l'ouverture des espaces de participation où les diversités de l'agriculture familiale, particulièrement les identités que j'ai dit avant, étaient un espace de dialogue. Cependant, l'existence de conseils consultifs et délibératifs est devenue aujourd'hui une formalité. La dynamique de la représentation des conseils a indiqué qu'ils changeront considérablement. À ce sujet, je voudrais mentionner la lettre agroécologique du Cerrado, élaborée lors du 10e congrès brésilien d'agroécologie en septembre dernier, comme j'ai déjà dit, à Brasilia, dont le thème était l'agroécologie dans la transformation des systèmes agroalimentaires en Amérique latine, souvenir, connaissance et chemin vers le bien vivre. La lettre résume les discussions et les expressions de résistance et lutte dans le domaine de l'agroécologie, du domaine agroécologique qui alerte la société sur les menaces sérieuses qui compromettent aujourd'hui la sécurité alimentaire et des autres droits de l'humanité, compromettant aussi le bien vivre. Au Congrès, nous avons rassemblé plus de 5000 personnes exprimant la diversité de nos identités et de nos connaissances grâce à la
participation active et créative de 25 pays et de tout l'État brésilien, y compris des chercheurs et des chercheuses, des étudiantes, des éducateurs et des éducatrices, techniciens, invocation technique, paysans et paysannes, agriculteurs et agricultrices, peuples indigènes, les quilombolas, des artistes populaires, des gestionnaires publics et autres identités de la société civile liées au thème de l'agroécologie et à la lutte et la construction d'un bien-être. J'ai séparé ici une partie importante de la lettre pour finir ces moments de la résistance et de comment les sociétés civiles vont se réorganiser face à ces moments difficiles. La partie dit ça. La volonté de dialogue et de construction collective au Congrès a contrasté avec les moments politiques que nous vivons au Brésil et dans une grande partie de l'Amérique latine, avec des menaces claires pour les démocraties et les politiques publiques durement gagnées par les forces des mouvements sociaux et des organisations de la société civile. Les mentions au cours du Congrès étaient de répudier le monopole des médias entre les mains des grandes entreprises et la criminalisation des médias alternatifs et populaires, de dénoncer l'escalade de la violence dans la campagne, en particulier l'année dernière, où les niveaux de violence de toute nature ont augmenté de façon spectaculaire. Les dirigeants paysans, les peuples indigènes, les quilombolas et les peuples des communautés traditionnelles qui défendent l'agroécologie ont été persécutés et tués. De dénoncer que les communautés sont entourées et menacées par le capital de l'agroindustrie agroalimentaire, etc. C'est pourquoi nous réaffirmons que sans démocratie, il n'y a pas d'agroécologie. De même, il est impossible de progresser dans la construction de l'agroécologie sans réfléchir sur la question agraire au Brésil, où la terre et les territoires sont fondamentaux pour la matérialisation d'un processus de transition agroécologique. C'est pourquoi nous défendons la lutte pour une réforme agraire populaire et la défense des territoires, des peuples de la campagne, de l'eau et des forêts. Nous exigeons la démarcation immédiate de toutes les zones de ces peuples. Sans la réforme agraire et le respect des territoires, des peuples indigènes, des quilombolas et des communautés traditionnelles, il n'y a pas d'agroécologie. Donc, pour finir, la résistance sont là, les acteurs de la société civile organisée sont là, ils sont caractérisés avec un peu plus de particularités dans ces catégories agriculture familiale et ont besoin d'être sensibles pour identifier ou pour analyser comment ces gens de la campagne vont s'organiser pour faire face, pour faire frein, pour faire la lutte de la résistance, à continuer à demander politique publique et principalement politique de protection sociale
que c'est une politique qui est menacée et c'est dans ce démantèlement de la politique publique. Donc, je pense que ici sont les questions principales pour le débat. Et merci beaucoup. Merci. Alors, dans le temps qui nous reste, je vais un peu ouvrir le débat. Hein. Rapidement, on peut quand même relever 3 points, il me semble. Ces expositions ont bien montré que les politiques publiques ont constitué, en tout cas dans notre histoire, un fort levier des 2 côtés de l'Atlantique pour assurer la sécurité alimentaire et le maintien de l'agriculture familiale, et que le contexte actuel de dérégulation du marché, d'un côté et de l'autre des frontières, amène un contexte particulier, c'est-à-dire que ça crée finalement des liens, mais pas forcément les bons liens, entre les agricultures du monde, avec un contexte de dumping, de concurrence entre agriculteurs, et notamment les plus petits qui disparaissent. Et finalement, on le voit, pour finir par rapport à l'agroécologie, quand au Brésil, on fait de la déforestation pour planter des grandes exploitations de soja en s'attaquant aux territoires indigènes. Cela n'est pas sans lien avec ce contexte de dérégulation et le fait que l'Europe n'est pas autonome au niveau de ses protéines végétales pour nourrir par exemple notre bétail. Donc on voit qu'on a des interactions fortes et qui, pour l'instant, pour une partie, ne vont pas dans le bon sens. Alors, on n'a pas parlé beaucoup, finalement, des alternatives, mais aussi, il faut voir qu'il y en a et qu'elles existent. On pourra peut-être en parler. Mais en tout cas, il me semble que ces choix, ces modèles agricoles qui sont en concurrence ou en complémentarité parfois, relèvent de choix de société qui nous concernent tous, qu'on soit dans l'agriculture ou pas. Voilà, donc je vais passer la parole à la salle pour des questions, des réactions. Il y a des micros ici. Alors je vois déjà deux doigts qui se lèvent là-bas au fond. Merci. Oui. Boa tarde, Silvia Miranda, da Exalc, Universidade de São Paulo. Daniela, eu tenho... J'ai 2 observations à faire. Ce ne sont pas 2 questions, mais d'observations. La première, j'aurais beaucoup de commentaires à faire concernant une partie des arguments que vous avez exposés ici. Ce sont des questions trop politiques, trop idéologiques. Je pense qu'on n'est pas dans un forum. C'est pas le lieu pour ça. Il y a beaucoup de Brésiliens ici. La moitié des personnes qui sont des Brésiliens. Et je pense qu'ils sont tous à la disposition pour également dire ce qu'ils pensent, notamment en ce qui concerne les collègues français qui ne connaissent pas ce processus brésilien. Comme on n'a pas le temps de le faire, on pourrait passer toute l'après-midi pour faire ça, mais non, ce n'est pas le lieu pour le faire. Je ne vais pas parler de ce genre de choses. Je voudrais juste dire que je pense que ce n'est pas le lieu correct pour ce genre de discussion. Le deuxième deuxième question est plus technique, et je pense que par rapport à l'agriculture familiale, je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à l'importance de ce genre d'agriculture au Brésil en termes de volume de production et également développement régional. Et également ce qui concerne les questions sociales, notamment ce dernier. Il y a un travail très intéressant du professeur Rodolfo Hoffmann. Peut-être que tu as entendu parler de ça. C'est un des plus grands spécialistes de distribution rurale, inégalité, pauvreté. C'est un travail de 2014. Et ce professeur Hoffmann, qui a pris sa retraite à l'USP et maintenant il enseigne à l'UNICAMP,
il utilise un argument, et c'est une fallacie de dire que 70% de l'agriculture, de ce qu'on consomme au Brésil en termes d'aliments, revient de l'agriculture familiale. Et il dit dans cet article qu'il n'a pas pu identifier des méthodologies. Quelle méthodologie a été utilisée pour que nous puissions arriver à ce chiffre de 70%? Et en tant qu'économétriste, et tous les économistes agricoles d'aujourd'hui, des économistes de façon générale, utilisent le livre du professeur Hoffman d'économétrie. Il utilise tous ces outils, tous des données de l'IBGE, des données de 2016, et il a montré que 25% des dépenses en produits alimentaires viennent de l'agriculture familiale. Le produit qui pourrait s'approcher de 70%, c'est la manioc. Et il montre par des statistiques que 70% de la manioc qui est consommée vient de l'agriculture familiale. C'est une question pour nous, les Brésiliens, qui nous pose de défis. Lorsque j'ai eu mon diplôme en génie agricologique, on parle de petites propriétés et grandes propriétés. On parle de agribusiness, agriculture familiale, et je pense que ce n'est pas un concept stable pour représenter l'hétérogénéité de notre agriculture. Je suis vice-coordinatrice du centre de recherche d'économie agricole à l'ESALC, et nous parlons avec des producteurs de 33 chaînes de production de viande, riz et de bétail, etc. Il y a peu de propriétaires qui ont un très grand rendement par hectare. Ce ne seraient pas des agriculteurs qui ont des problèmes sociaux. Il y a des agriculteurs qui aujourd'hui se localisent autour des grandes métropoles, des grandes villes, et qui ont un revenu élevé, et ils proposent des produits de grande valeur ajoutée. Et nous avons aussi des grands producteurs qui ont très peu de revenus par hectare et sont inefficaces. Je pense qu'aujourd'hui, pour le Brésil, la meilleure solution serait une agriculture d'autotechnologie, une agriculture qui je pouvais appeler agrobusiness, une agriculture de technologie réduite, où nous avons besoin d'une action d'extension rurale, d'action en éducation sanitaire, environnementale, et je pense que c'est là qui sont notre plus grand défi, y compris des communications, et je pense que nous aurions une troisième politique, la politique sociale. C'est vrai, pour pouvoir résoudre nos problèmes sociaux dans la campagne et où il y a beaucoup de pauvreté, mais il ne s'agit pas d'une question de production, il s'agit d'un problème social, manque de structure, d'infrastructures, et une partie de ce problème sont dans des zones qui viennent de la politique d'occupation de la réforme agraire et qui n'ont pas eu une éducation, une assistance technique et d'extension rurale comme c'était prévu, d'éducation sanitaire. Ce n'est plus une question de politique agricole. Je pense qu'elle s'approche d'une politique sociale. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui pour le Brésil serait la question technologique. C'est ma suggestion de cette lecture. Si tu veux, je peux te donner des références de cette note technique publiée par le professeur Hoffman en 2014. Merci beaucoup. Vamos. Como vocês preferem? Uma resposta em reação? De Daniela, puisque la question a été plutôt adressée vis-à-vis du Brésil. Daniela, tu veux répondre maintenant? Oui, je peux.
Je peux faire en portugais aussi. Oui, il y a une traduction simultanée. Silvia, muito obrigada. Merci beaucoup de ce commentaire. Claro, né, eu acho que Bien évidemment, pelo avanço que a gente teve, inclusive théorico-méthodologique dos últimos 40 anos, dans les dernières 40 années, nous ne doutons pas de l'importance de l'agriculture familiale, mais nous comprenons que il y a eu ce processus d'invisibilité s'est approfondi depuis la modernisation de l'agriculture au Brésil jusqu'à l'agriculture familiale dans les années 2000. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je connais le travail du professeur Rodolfo Hoffmann, mais nous ne pouvons pas ne pas considérer que les données officielles sur lesquelles nous travaillons depuis le deuxième recensement montrent l'importance de l'agriculture familiale à partir de la méthodologie de l'IBGE qui mettait en question les technologies en ce qui concerne la science et l'interprétation de la science. Toutes les politiques publiques, cependant, qui ont été créées et conçues à partir de ces données, n'ont montré que l'importance de ce 70%. Ils ont montré cela. On pouvait discuter davantage sur cette question parce que, comme toutes les questions de la recherche et de la science, il y a des controverses. Je suis d'accord avec toi parce que cette opposition entre agriculture familiale et agrobusiness ne représente pas la diversité de notre agriculture. Parce que lorsqu'il y a une opposition, nous cachons les diversités et les spécificités. En ce qui concerne l'agriculture familiale, on peut essayer de révéler, de montrer cette diversité, notamment lorsqu'on parle des identités. On pense que c'est un package, non, un ensemble. Mais non, je suis d'accord avec toi parce qu'il est nécessaire de comprendre ce agriculteur moyen qui n'est ni dans la catégorie d'agriculture familiale et il n'est pas non plus l'agriculteur qui utilise beaucoup la technologie intensément. Je suis d'accord que cette opposition cache le fait que nous fait en sorte qu'on pouvait comprendre beaucoup plus notre agriculture si on laissait de côté l'opposition. Annick a dit qu'elle parle de la vie commune entre les politiques communes en ce qui concerne le profil des agriculteurs. Je remercie ton commentaire, c'est très intéressant. 15 minutes, ce n'est vraiment pas suffisant. Et même 30 minutes, ce ne seront pas suffisants pour qu'on puisse parler de la diversité existante dans notre pays, notamment la diversité d'interprétation dans ce thème. Merci beaucoup. Oui, donc, vous m'entendez? C'est bon? Oui, donc j'ai des commentaires et des questions à Aurélie. Je me présente, Latifa Najar, direction scientifique Institut de l'élevage. Donc Aurélie, je partage parfaitement l'analyse que vous avez réalisée par rapport à la situation difficile par laquelle en particulier les secteurs lait et viande passent actuellement en France, vu effectivement toute cette politique. Et je voudrais avoir un petit peu votre retour sur une politique peut-être aussi internationale qui crispe un peu la situation dans la mesure où peut-être il faut évoquer l'embargo par la Russie, peut-être il faut aussi évoquer le Brexit qui effectivement complique un petit peu la donne par rapport à justement cette situation économique et financière par laquelle passent les agriculteurs. Donc nous, à l'Institut de l'élevage, on est aussi amenés à pouvoir conseiller ces agriculteurs par rapport à
quel type de produit il faudrait qu'ils développent demain. Et vous l'avez bien expliqué, aujourd'hui, la France a fait le choix de la qualité, de la santé. Il ne faut pas oublier qu'on meurt de pauvreté, mais on meurt aussi de maladies chroniques, puisqu'aujourd'hui, ces maladies touchent la quasi-majorité des pays industrialisés et 60% des mortalités sont dues à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires. Donc, on se doit de réfléchir sur la qualité nutritionnelle, sur la santé et sur la production d'un produit de qualité. Il se trouve que ceci ne va pas du tout en adéquation avec la politique de prix, puisque les pays européens ne sont pas tous à la même position, sachant que si en France on produit de la qualité, forcément on ne pourra plus être exportateur de ces produits, puisque nos prix sont extrêmement chers. Donc du coup, est-ce qu'on devrait viser des marchés différents? Et je pense en particulier à des marchés méditerranéens, et j'aimerais bien avoir votre vision en tant qu'économiste par rapport à cela. Et le troisième point, et en tant que chercheuse, je pense que vous avez vu le dernier papier qui est sorti dans Nature Communication sur on va nourrir la planète avec la nutrition bio à hauteur de 2050, si on diminue le gaspillage et si, bien évidemment, on arrête de produire de la viande. Mais est-ce que pour la santé, c'est véritablement pertinent? Voilà un petit peu mes commentaires et mes questions. Merci. Aurélie, on te passe la parole. Merci pour ces réactions. Par rapport au choc géopolitique, je pense qu'on est relativement dépendant sans pouvoir trop agir dessus. Mais par exemple, l'embargo russe, ceux qui travaillent, les chercheurs qui travaillent vraiment sur les marchés agricoles russes indiquent qu'en fait, c'est aussi un moyen pour la Russie d'augmenter sa propre production. Elle est en train vraiment de restaurer en partie sa balance commerciale agricole grâce à cela. Et puis aussi de reconfigurer ses marchés d'approvisionnement vers des pays, disons, qui politiquement lui sont plus favorables. Donc tous les pays, beaucoup de pays limitrophes notamment. Et donc évidemment, derrière une telle décision, il y a aussi une stratégie commerciale particulière de la Russie. De la même façon qu'aujourd'hui, il me semble, mais je crois que là, je pense que ça concerne aussi la question brésilienne. Dans les dernières années, il y a quand même beaucoup de pays émergents, de grands pays émergents où la Russie, la Chine, l'Indonésie, donc quelques pays quand même qui se sont qui ont régulé les marchés, en tout cas qui ont posé de nouveaux objectifs d'autonomie alimentaire. Et avec derrière des fortes interventions publiques sur les marchés, sur leurs propres marchés, pour restaurer cette balance commerciale, en tout cas en ce qui concerne les importateurs nets comme la Russie et la Chine. Donc pour dire que je pense qu'on a intérêt à se méfier de cette stratégie agro-exportatrice vu aujourd'hui le contexte international. Évidemment, vous l'avez dit aussi, avec le Brexit, ça va être... D'abord, ça va faire sortir un contributeur net du budget de l'Union européenne. Donc, ça va peser énormément sur le budget européen et le budget de la politique agricole commune, dont on s'attend à ce qu'il soit quand même fortement rabaissé. Et puis aussi, ça veut dire que, certainement, comme ils étaient importateurs nets de produits agricoles, il va y avoir ça va être plus compliqué pour nous puisqu'on leur exportait beaucoup quand même, mais aussi des pays comme l'Irlande qui exportaient par exemple du lait et de la viande ovine, et qui du coup un pays comme l'Irlande qui va se reporter vers des pays vers d'autres pays européens ou pays tiers qui sont par ailleurs nos propres marchés. Tout ça pour dire, à mon avis, que la stratégie agro-exportatrice sur des produits standards, à mon avis, elle est de plus en plus discutable. Et alors après, moi, c'est un avis qui est évidemment discutable, mais je pense qu'aujourd'hui, on a sans doute intérêt, et on le voit avec la crise du lait d'ailleurs, ceux qui ont pu résister à la crise du lait, on a plutôt intérêt à viser la résilience des exploitations, qui de mon point de vue peut passer d'abord par la baisse des coûts de production, mais pas... Alors si on veut néanmoins maintenir l'emploi et les rémunérations du travail, ça veut dire que l'économie sur les coûts de production, ça se fait plutôt sur l'économie d'alimentation animale, ça veut dire peut-être refavoriser la production herbagère,
favoriser, par exemple, si je prends la production porcine, des productions qui aujourd'hui sont tout à fait marginales, comme le porc sur paille ou le porc plein air, ce qui permet par ailleurs d'augmenter nos prix sur des segments de qualité. Et ça, je pense que c'est une autre façon d'augmenter notre valeur ajoutée. De diminuer nos consommations intermédiaires et nos coûts fixes. Et deuxièmement, d'augmenter les prix de vente. Et je pense qu'à l'export, on a tout intérêt, en tout cas, à se recentrer sur des produits à forte valeur ajoutée. On voit aujourd'hui à quel point la France, qui choisit quand même, tout de même, de garder, pour l'instant en tout cas, un modèle d'exploitation familiale avec des normes sanitaires environnementales relativement élevées, à quel point elle souffre aujourd'hui de la mise en concurrence. Et du coup, il me semble que ces deux paramètres-là sont importants. Donc, ce qu'on appelle les systèmes économes autonomes, qui par ailleurs sont aussi un moyen d'importer moins d'énergie, qui est le premier poste d'import de la France. Et deuxièmement, la valorisation des produits par la qualité. Et sur l'élevage, je finirai là-dessus. Alors c'est un grand débat, mais moi je rejoins l'avis du moins des agronomes qui pensent beaucoup d'agronomes qui pensent que de toute façon, il y a beaucoup de régions dans le monde dans lesquelles on peut pas faire autre chose que de l'élevage, de toute manière. Et du coup, supprimer totalement la consommation de viande ou de produits animaux, je pense que c'est pas la question. La question, c'est quel type d'élevage il y a. Et il y a des systèmes d'élevage qui sont plus favorables sur le plan environnemental, qui peut-être permettent de moins produire par hectare ou par bête, mais qui permettent des impacts environnementaux plus faibles. Et puis il faut penser aussi à tout cet élevage dans beaucoup de régions, y compris européennes. Si je prends toutes les régions de montagne où finalement l'élevage est absolument nécessaire pour maintenir le paysage et le développement rural. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se méfier effectivement de ces, en gros il y aurait deux extrêmes, soit on garde l'élevage industriel tel qu'on le connaît dans une partie de l'élevage aujourd'hui, avec tous les problèmes que ça pose, soit on passerait par le zéro, on prendrait le zéro élevage, ce qui à mon avis est pas une bonne, à mon avis, de cette façon-là, à mon avis, la question n'est pas bien posée, quoi. La question, c'est comment on fait évoluer les systèmes de production d'élevage pour répondre aux attentes environnementales et sans doute aussi à une meilleure autonomie vis-à-vis de l'alimentation animale importée, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou demandes de prise de parole. Donc, on peut, je pense, conclure. Donc, moi, juste un mot. Je pense qu'on est parti d'un thème locavore ou mondialivore, donc qui parle des consommateurs. On n'a pas trop parlé de consommateurs, mais beaucoup d'agriculteurs. Je pense que c'est important parce que pour faire le choix de consommer local ou pas, il faut qu'il y ait encore des agriculteurs sur place. Et on a vu que ces modèles agricoles, ils vont dépendre en grande partie aussi des choix politiques, enfin en tout cas de politiques publiques qui seront faits. Et ces choix de politique publique, qui sont bien entendu aussi en tant que citoyen ou consommateur, eh bien, on peut aussi intervenir dessus. Mais en tout cas, des deux côtés de l'Atlantique, on voit que les enjeux sont aujourd'hui à la fois en termes de résilience des exploitations face aux défis climatiques, de maintien aussi de l'emploi agricole. Je crois que ça, c'est une des grandes questions qu'il faudra traiter parce qu'on a encore, je crois, plus d'1 milliard de paysans et actuellement l'économie ne pourrait pas, en tout cas difficilement absorber une telle main-d'œuvre si l'exode agricole se poursuivait. Et enfin, voilà, c'est aussi des choix de ce que nous voulons manger et des rapports à l'agriculture et à la nature que nous voulons entretenir. Donc, sur ce, je vais conclure. J'aimerais remercier grandement la régie, les techniciens là-haut, parce qu'ils ont quand même accompli une prouesse pour nous mettre en lien sur 3 lieux différents avec des moyens, des niveaux techniques différents. Donc, bravo à eux.
Je remercie aussi l'attention de la salle et puis évidemment nos deux intervenantes d'avoir participé à ce débat. Et donc on va pouvoir à présent donc passer la parole aux derniers intervenants pour la clôture de ce forum. Donc je vais laisser la place à notre directeur général François Rochebrune et donc Madame Baduel du ministère et donc de nouveau à Monsieur Camargo de la CAPES. Merci. Non, montez les trois sur scène.